43 petits cercueils. C'est ce que les ouvriers ont trouvé dans les fondations de l'ancien couvent Sainte-Marguerite à Lyon, en 1993. 43 cercueils de bois grossiers, sans nom, sans date, cachés sous les dalles de pierre depuis plus de 2 siècles. Mais ce n'est pas le nombre qui a glacé le sang des archéologues. C'est ce qu'ils contenaient. Si cette introduction vous donne des frissons, n'hésitez pas à vous abonner et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez ce soir. Car cette histoire, celle de la famille Monro, est l'une des plus troublantes que les archives secrètes de Lyon aient jamais révélées. Une histoire qui commence dans le chaos sanglant de la Révolution française et qui se termine dans le silence le plus absolu. Un silence qui dure encore aujourd'hui. Nous sommes en 1791. La France révolutionnaire brûle ses églises et chasse ses prêtres. Lyon, deuxième ville du royaume, résiste farouchement aux jacobins parisiens. Dans ces ruelles pavées qui serpentent entre Rhône et Saône, l'odeur de la poudre se mêle à celle de l'encens des messes clandestines. Le couvent Sainte-Marguerite, joyau de l'architecture gothique lyonnaise, vient d'être fermé par décret révolutionnaire. Ces religieuses ont été chassées, ses biens nationalisés. Les hauts murs de pierre blonde, qui abritaient jadis la prière et la contemplation, ne résonnent plus que du silence de l'abandon. C'est dans ce contexte de chaos et d'opportunisme que la famille Monro fait son apparition. Philippe Monro, négociant en soierie de 42 ans, homme respecté des cercles bourgeois lyonnais, voit dans cette situation une occasion providentielle. Sa femme, Marguerite Monro, née Delacroix, fille d'un médecin réputé, partage ses ambitions philanthropiques, du moins en apparence. Le couple, marié depuis 15 ans mais sans descendance, détail que les mauvaises langues ne manquent pas de rappeler, acquiert les bâtiments du couvent pour une somme dérisoire. Leur projet officiel est noble, créer un refuge pour les orphelins que la Révolution multiplie chaque jour. Un havre de paix pour ces enfants abandonnés, victimes innocentes de la tourmente révolutionnaire. Les autorités locales applaudissent cette initiative charitable. Dans une époque où la charité chrétienne est suspecte, les Monro présentent leur œuvre sous l'angle de la régénération républicaine. Ils promettent de transformer ces enfants perdus en citoyens vertueux, de les arracher à la misère pour en faire des membres utiles à la société nouvelle. Philippe Monro est un homme de taille moyenne, aux traits fins et au regard perçant. Ses cheveux châtains toujours parfaitement poudrés témoignent de son attachement aux anciens usages, malgré la mode révolutionnaire. Il porte des habits sobres mais de qualité, et sa voix douce cache une autorité naturelle qui impressionne ses interlocuteurs. Son épouse Marguerite, de 10 ans sa cadette, possède cette beauté froide des portraits de famille. Ses yeux bleus, d'une clarté troublante, semblent voir au-delà des apparences. Elle parle peu, mais chaque mot porte le poids de la conviction. Le couvent qu'il rachète est un ensemble imposant de bâtiments disposés autour d'un cloître central. La chapelle, aux voûtes élancées et aux vitraux multicolores, occupe l'aile principale. Les cellules des religieuses, petites chambres monacales, aux murs épais, s'alignent le long de corridors silencieux. Les caves voûtées, jadis utilisées comme celliers et réserves, s'étendent sous l'ensemble du complexe comme un labyrinthe de pierres froides. Les Monro engagent rapidement quelques domestiques triés sur le volet. Il y a d'abord Lucien Gervais, homme de confiance de Philippe depuis des années, ancien soldat aux mains marquées par les campagnes militaires. Sa femme Agnès, cuisinière et femme de ménage, partage avec lui une loyauté absolue envers leur maître. Puis il y a Clément Bouchard, jardinier et homme à tout faire, homme simple aux larges épaules qui ne pose jamais de questions. Enfin, sœur Béatrice, ancienne religieuse du couvent qui a accepté de rester comme préceptrice, femme pieuse d'une 60aine d'années dont la foi semble inébranlable. L'automne 1791 marque l'ouverture officielle de l'orphelinat Monro. Les premiers pensionnaires arrivent par petits groupes. Des enfants de 3 à 12 ans, ramassés dans les rues de Lyon ou confiés par des familles désespérées.
Il y a là des fils de prêtres réfractaires, des filles de prostituées, des enfants de nobles guillotinés, bref, tout ce que la Nouvelle-France voudrait oublier. Marie-Clotilde Rousseau, sage-femme du quartier de la Croix-Rousse, se souvient encore de ce matin d'octobre où elle accompagna une jeune fille enceinte au couvent. Cette fille, Jeannette Moreau, n'avait que 15 ans et portait l'enfant d'un ci-devant comte exécuté quelques mois plus tôt. Les Monroe l'accueillirent avec une bonté apparente qui toucha le cœur de Marie-Clotilde. Madame Montereau avait des manières si douces, témoignera plus tard la sage-femme dans une lettre retrouvée dans ses effets personnels. Elle parlait à cette pauvre fille comme à sa propre sœur, lui promettait que son enfant grandirait dans l'amour et la protection. Elle lui caressa les cheveux avec tant de tendresse que j'ai cru voir une sainte. L'accouchement se déroule sans complication dans l'ancienne infirmerie du couvent, transformée en salle de soins. Jeannette donne naissance à un garçon robuste aux yeux clairs. Marguerite Monroe assiste personnellement à la naissance, prodiguant encouragement et réconfort à la jeune mère. Elle baptise l'enfant du nom de Gabriel, messager de Dieu, dit-elle avec émotion. Mais Marie-Clotilde remarque aussi d'étranges détails. Les fenêtres de l'orphelinat sont murées aux 3/4, ne laissant passer qu'un mince filet de lumière. Quand elle demande pourquoi, M. Monroe explique avec un sourire paternel. La lumière corrompt l'âme de ces enfants déjà souillés par leurs origines. L'obscurité les purifie, les prépare à renaître dans la vertu républicaine. La sage-femme observe également que tous les miroirs ont été retirés des pièces communes. Ces enfants ne doivent pas voir leur reflet, explique Madame Monroe. Leur image leur rappellerait leurs parents corrompus. Nous effaçons leur passé pour construire leur avenir. Les premiers mois semblent se dérouler sans incident notable. Quelques visiteurs philanthropes sont reçus dans le grand salon du rez-de-chaussée, admirent l'ordre et la propreté des lieux, félicitent les Monroe pour leur dévouement. Ces visites, cependant, ne dépassent jamais le rez-de-chaussée. Les enfants, explique Philippe Monroe, suivent leurs leçons aux étages supérieurs et ne doivent pas être dérangés dans leur instruction. Lors de ces visites officielles, les Monroe présentent toujours les mêmes 8 enfants, proprement vêtus et parfaitement dressés, à réciter des poèmes patriotiques et des prières républicaines. Ces enfants, au regard étrangement vide, sourient mécaniquement et répondent aux questions par des phrases apprises par cœur. « Nous sommes les enfants de la République », disent-ils en chœur. « Nos parents nous ont abandonnés, mais la nation nous a adoptés. » Marie-Clotilde, présente lors de l'une de ses visites en sa qualité de sage-femme du quartier, remarque que parmi ses 8 enfants ne figure pas le petit Gabriel qu'elle a vu naître. Quand elle s'en enquiert discrètement, Madame Montereau lui répond que l'enfant est souffrant et reste alité. « Une faiblesse pulmonaire », précise-t-elle, « nous le soignons avec le plus grand soin. » Au printemps 1792, les premiers troubles commencent à se faire entendre. Pierre Vallet, boulanger de la rue Mercière, livre le pain quotidien à l'orphelinat. Il confie à sa femme qu'il n'a jamais vu un seul enfant dans les couloirs. « C'est étrange », murmure-t-il en rentrant de sa livraison matinale. « On entend bien du bruit là-haut, des voix, parfois des pleurs, mais jamais un visage à la fenêtre, jamais un rire dans la cour. » Pierre remarque aussi que les quantités de pain commandées ne correspondent pas au nombre d'enfants officiellement hébergés. L'orphelinat est censé accueillir 30 pensionnaires selon les registres municipaux, mais les commandes de pain ne dépassent jamais l'équivalent d'une quinzaine de personnes. « Où sont les autres ?» se demande-t-il. « Mangent-ils si peu ?» Sa femme, Catherine Vallet, femme pieuse et curieuse, décide de se renseigner discrètement. Elle interroge Marie-Clotilde, qui n'a plus de nouvelles de la jeune Jeannette depuis son accouchement. La sage-femme a bien tenté de prendre des nouvelles, mais Madame Monroe lui a répondu que la fille était repartie chez sa famille en province avec son enfant. Étrange, pense Marie-Clotilde, elle m'avait dit être orpheline et sans famille. Catherine Vallet mène sa propre enquête. Elle questionne les commerçants du quartier, les domestiques des maisons bourgeoises, les femmes du marché. Petit à petit, elle reconstitue l'arrivée de dizaines d'enfants à l'orphelinat sur une période de 6 mois. Mais aucun de ces enfants
n'a jamais été vu en train de sortir pour une promenade, une course ou même pour se rendre à l'église. D'autres témoignages troublants commencent à circuler. Sœur Agnès, l'une des dernières religieuses du couvent chassée par la Révolution, vit désormais cachée chez une famille pieuse du quartier. Elle raconte à demi-mot que les Monroe ont transformé l'ancienne chapelle en... Elle n'ose pas dire quoi exactement, mais ses yeux se remplissent de larmes quand elle en parle. « Ce qu'ils ont fait de la maison de Dieu, » chuchote-t-elle en serrant son chapelet. « Ils ont retiré tous les saints, brisé l'autel de marbre, tendu les murs de noir. Et ce crucifix qu'ils ont installé, mon Dieu, ce crucifix, il n'a rien de chrétien. Les cris qui s'échappent la nuit de cette chapelle profanée, ce ne sont pas des prières qu'on entend, c'est autre chose. Quelque chose qui glace l'âme. Sœur Agnès raconte aussi que les Monroe ont fait creuser de nouvelles caves sous l'ancien cimetière du couvent. Des ouvriers de passage, engagés pour quelques jours seulement, ont parlé de travaux étranges, des niches dans la pierre, des canalisations bizarres, des installations dont ils ne comprenaient pas l'usage. Ces ouvriers, bien payés pour leur silence, n'ont jamais donné de détails, mais leur visage en disait long sur ce qu'ils avaient vu. Antoine Perrin, marchand de charbon qui approvisionne l'orphelinat, fait une découverte troublante lors d'une livraison hivernale. Descendu dans les caves pour décharger sa marchandise, il découvre que les Monroe ont aménagé les lieux de façon pour le moins inhabituelle. Des cloisons de bois divisent l'espace en petites cellules, chacune équipée d'un simple bas-de-flanc et d'un seau. L'odeur qui règne dans ces caves, mélange d'humidité, d'excréments et de quelque chose d'autre qu'il ne parvient pas à identifier, le prend à la gorge. Monsieur Monroe m'a expliqué que c'était des chambres de pénitence, raconte Perrin à sa femme. Pour les enfants désobéissants, qu'il disait, mais l'odeur, cette odeur de mort qui traînait là-dedans, et ces taches brunes sur les murs, on aurait dit du sang séché. Vous ressentez déjà cette atmosphère oppressante? Si ces révélations vous donnent des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il se passe réellement derrière ces murs. L'été 1792 apporte avec lui une découverte macabre qui va tout changer. Jacques Beaumont, ramoneur de profession, est appelé pour nettoyer les cheminées de l'orphelinat. Son travail l'amène dans tous les recoins du bâtiment, des caves aux combles. Ce qu'il découvre dans l'ancien dortoir des religieuses le marquera à vie. « J'ai vu l'enfer », écrira-t-il plus tard dans son testament, retrouvé après sa mort en 1834. Des enfants attachés à des lits de fer, si maigres qu'on voyait leurs côtes à travers la peau. Leurs yeux, mon Dieu, leurs yeux étaient comme éteints, comme s'ils avaient perdu leur âme. Ils ne pleuraient même plus, ils gémissaient comme des animaux blessés. Beaumont raconte qu'il a compté au moins 20 enfants dans ce dortoir, tous dans un état de maigreur extrême. Leurs cheveux avaient été entièrement rasés, et leur corps portait des marques qu'il préfère ne pas décrire en détail. Certains avaient les poignets et les chevilles marqués par des liens, d'autres présentaient des cicatrices étranges sur le torse et les bras. Quand il a voulu fuir immédiatement, M. Monroe l'a retenu par le bras avec une force surprenante. « Ce que vous voyez ici est nécessaire », lui dit-il d'une voix glaciale. « Ces enfants sont nés dans le péché, nous les purifions. C'est un processus difficile, mais indispensable pour leur salut éternel. » Philippe Monroe explique alors sa théorie à l'ouvrier terrifié. Ces enfants, nés de parents corrompus, prostitués, nobles décadents, prêtres parjures, portent en eux la souillure héréditaire de leurs géniteurs. Seule une purification extrême peut les sauver de la damnation. Nous brisons leur corps pour libérer leurs âmes, affirme-t-il avec le calme d'un prédicateur. La souffrance terrestre les préparera aux joies célestes. Le ramoneur apprend ainsi l'existence des chambres de pénitence aménagées dans les anciennes cellules. Chaque enfant y passe plusieurs heures par jour, dans l'obscurité complète, à réciter des prières de repentir copiées 100 fois sur des ardoises. Ceux qui montrent des signes de résistance spirituelle subissent des traitements correctifs. Privation de nourriture pendant des jours, bains glacés dans des cuves de pierre, position douloureuse maintenue des heures durant.
Beaumont découvre aussi l'ancienne chapelle, transformée en salle de purification. Un crucifix de bois noir domine l'espace, entouré d'instruments qui ressemblent davantage à des outils de torture qu'à du matériel pédagogique. Des chaînes pendent du plafond, des tables de pierre sont équipées de sangles de cuir, et dans un coin, une roue de bois permet de suspendre un corps dans des positions atrocement douloureuses. Madame Monro, qui jusque-là semblait si douce, révèle ici sa vraie nature. Elle supervise personnellement les séances de correction spirituelle, avec une ferveur qui glace le sang. Vêtue d'une robe noire qui lui donne l'allure d'une religieuse, elle dirige les exercices de repentir en récitant des psaumes de sa voix cristalline. Elle leur parlait comme s'ils étaient des démons, témoigne Beaumont. Elle leur répétait qu'ils étaient nés maudits, que seule la souffrance pouvait les racheter de leurs péchés originels. Et ces pauvres petits, ils finissaient par le croire. Ils demandaient eux-mêmes leur punition, ils se flagellaient en pleurant de gratitude. Le ramoneur observe également un rituel particulièrement troublant. Chaque semaine, Madame Monro sélectionne l'un des enfants pour une cérémonie de purification suprême. L'enfant choisi, généralement le plus faible ou le plus malade, est conduit dans la chapelle profanée où se déroule un simulacre de messe noire. L'enfant est attaché au crucifix inversé et Marguerite Monro procède à ce qu'elle appelle l'extraction de l'âme corrompue. Je n'ai jamais revu les enfants qui subissaient cette cérémonie, écrit Beaumont dans son testament. Ils disparaissaient, et quand je demandais où ils étaient, on me répondait qu'ils avaient été libérés de leur fardeau terrestre et qu'ils connaissaient enfin la paix éternelle. L'horreur atteint son comble quand Beaumont découvre le laboratoire secret de Marguerite Monro, installé dans l'ancienne sacristie. La femme du négociant, formée à la médecine par son père, mène ses propres expériences sur les corps des enfants. Des bocaux remplis d'organes humains s'alignent sur des étagères, étiquetés avec un soin maniaque. Des cahiers noircis de notes scientifiques détaillent les effets de la malnutrition, des sévices physiques et de divers traitements expérimentaux sur le développement infantile. Elle étudiait leurs souffrances comme d'autres étudiaient les plantes, témoigne le ramoneur. Elle prenait des notes sur leurs réactions, mesurait leur résistance, expérimentait différentes méthodes pour optimiser le processus de purification. Pour elle, ces enfants n'étaient plus des êtres humains, mais des sujets d'expérience au service de sa science démoniaque. Beaumont, terrifié mais conscient de son devoir moral, tente d'alerter les autorités. Mais nous sommes en pleine terreur révolutionnaire et les Monro ont su s'attirer les bonnes grâces des jacobins locaux par leurs discours sur la régénération républicaine et leurs généreux dons aux œuvres patriotiques. Quand le ramoneur se présente devant le comité révolutionnaire local, il se heurte à un mur d'incrédulité. Comment des citoyens si respectables, si dévoués à la cause républicaine, pourraient-ils être coupables d'actes si abominables? Le président du comité, Jean-Baptiste Fouchet, homme intègre mais pragmatique, écoute poliment le témoignage de Beaumont, mais refuse d'y donner crédit. « Citoyen Beaumont, lui dit-il d'un ton paternaliste, nous vivons des temps troublés où la calomnie et la suspicion empoisonnent les cœurs. Les citoyens Monro sont des patriotes exemplaires qui consacrent leur fortune au bien public. Vos accusations sont non seulement infondées, mais dangereuses pour l'ordre républicain. On accuse même le ramoneur de répandre des calomnies contre-révolutionnaires, on le menace d'arrestation s'il persiste dans ses mensonges. Pire encore, on lui fait comprendre que les Monro sont sous la protection de personnalités puissantes à Paris et que toute action contre eux pourrait être considérée comme un acte de trahison envers la République. Mais Beaumont n'est pas le seul à s'inquiéter. Marie-Clotilde, la sage-femme, a mené sa propre enquête. Elle a recensé discrètement toutes les femmes enceintes qu'elle a accompagnées chez les Monro. 23, en 2 ans. 23 bébés qui auraient dû grandir dans l'orphelinat. Or, lors de sa dernière visite officielle, elle n'a vu que 8 enfants dans le salon de réception. Où sont passés les autres, se demande-t-elle avec angoisse.
Elle interroge subtilement Madame Monro, qui lui répond avec son sourire habituel que certains enfants ont été adoptés par de bonnes familles républicaines, d'autres sont retournés chez des parents retrouvés après les troubles révolutionnaires. Des explications plausibles, mais qui ne convainquent pas la sage-femme. Marie-Clotilde décide de surveiller l'orphelinat depuis la rue. Cachée dans l'ombre d'une maison en ruine bombardée pendant le siège de Lyon, elle observe les allées et venues. Ce qu'elle découvre la bouleverse. Jamais aucun enfant ne sort de l'établissement. Jamais. En 2 mois d'observation, elle ne voit que les Monro et quelques domestiques. Plus troublant encore, elle remarque que ces domestiques transportent régulièrement de lourds sacs vers les caves. Des sacs dont la forme et le poids suggèrent un contenu humain. Ces sacs sont ensuite emmenés la nuit vers l'ancien cimetière du couvent, désaffecté depuis la Révolution, où Clément Bouchard, le jardinier, creuse régulièrement de nouvelles fosses qu'il referme avec soin. La sage-femme observe également un trafic nocturne étrange autour de l'orphelinat. Des voitures fermées arrivent parfois dans la nuit, déchargent des silhouettes humaines, souvent des femmes enceintes ou des enfants, puis repartent avant l'aube. Ces arrivées clandestines ne figurent sur aucun registre officiel et les nouveaux pensionnaires semblent disparaître dans les profondeurs de l'établissement sans laisser de traces. Un soir de novembre 1792, Marie-Clotilde assiste à une scène qui la marquera à vie. Une jeune femme, visiblement enceinte et en détresse, frappe à la porte de l'orphelinat. Elle supplie qu'on l'aide, explique qu'elle fuit son mari violent et qu'elle n'a nulle part où aller. Marguerite Monro l'accueille avec sa bonté habituelle, la fait entrer en la rassurant de sa voix douce. 3 jours plus tard, Marie-Clotilde voit Clément Bouchard creuser une nouvelle fosse dans le cimetière. Une fosse pour 2 corps, un grand et un petit. L'enquête de Marie-Clotilde l'amène également vers d'autres témoins. Elle retrouve plusieurs familles qui ont confié leurs enfants aux Monro dans l'espoir de leur offrir un avenir meilleur. Toutes ont reçu la même réponse quand elles ont voulu prendre des nouvelles. Les enfants ont été adoptés par de riches familles parisiennes où ils ont rejoint des institutions spécialisées en province. Mais pourquoi aucune de ces familles n'a-t-elle reçu d'adresse pour correspondre avec leurs enfants, se demande la sage-femme. Pourquoi les Monro refusent-ils catégoriquement toute visite, même de la part des parents naturels? Catherine Vallet, la femme du boulanger, fait elle aussi des découvertes troublantes. En discutant avec les autres commerçants du quartier, elle apprend que l'orphelinat commande régulièrement de grandes quantités de chaux vives, officiellement pour désinfecter les locaux. Mais ces quantités semblent disproportionnées pour un simple entretien sanitaire. Le pharmacien du quartier, Monsieur Leroy, confie à Catherine qu'il fournit également aux Monro des drogues particulières. Opium, laudanum, diverses substances chimiques qu'il n'est pas habituel de trouver dans un orphelinat. Quand il s'en enquiert, Madame Monro lui explique que ces produits servent à soigner les maux de l'âme des enfants traumatisés. Mais les quantités qu'elle commande, murmure le pharmacien, c'est comme si elle droguait tous les enfants en permanence. Et puis, elle me demande aussi des instruments chirurgicaux, des scalpels, des pinces. Pourquoi faire dans un orphelinat? L'hiver 1793 apporte une révélation qui va changer la donne. Sœur Béatrice, l'ancienne religieuse employée comme préceptrice par les Monro, commence à montrer des signes de troubles mentaux. Témoin quotidien des horreurs qui se déroulent dans l'orphelinat, sa foi vacille et sa raison se fissure. Un matin de décembre, elle se présente chez Marie-Clotilde, dans un état de détresse extrême. Ses cheveux blancs sont défaits, ses yeux rougis par les larmes, et ses mains tremblent de façon incontrôlable. « Mon Dieu, que Dieu me pardonne !» répète-t-elle sans cesse. « J'ai participé à l'œuvre du diable. » Sœur Béatrice révèle alors l'ampleur du système mis en place par les Monro. L'orphelinat n'est qu'une façade pour couvrir leurs véritables activités. En réalité, Philippe et Marguerite Monro dirigent ce qu'ils appellent un laboratoire de régénération humaine, où ils expérimentent leur théorie sur la purification de l'espèce. Ils croient que l'humanité est corrompue.
explique la religieuse entre deux sanglots, que seuls les enfants nés de parents vertueux méritent de vivre. Les autres, ceux qui portent en eux la souillure de leurs géniteurs, doivent être éliminés pour le bien de l'espèce. Sœur Béatrice décrit un système d'une efficacité terrifiante. Les enfants arrivant à l'orphelinat sont d'abord évalués selon des critères précis: origine familiale, traits physiques, tempérament. Ceux jugés récupérables sont soumis à un processus de rééducation brutale, mais qui laisse espoir de survie. Les autres, les irrécupérables, sont destinés à servir de cobayes pour les expériences de Marguerite Monroe avant d'être éliminés. Madame Monroe tient des registres méticuleux, révèle sœur Béatrice. Elle note tout: les réactions des enfants aux différents traitements, l'efficacité de ces méthodes, les résultats de ces dissections. Car oui, elle dissèque les corps des enfants morts pour étudier les effets de ces expériences sur leurs organes. La religieuse révèle également l'existence d'un réseau plus vaste. Les Monroe ne sont pas seuls dans leur entreprise. Ils correspondent régulièrement avec d'autres philanthropes de Paris et de province qui partagent leurs idées sur la régénération de l'espèce humaine. Un véritable mouvement clandestin s'est formé, profitant du chaos révolutionnaire pour mener ces expériences en toute impunité. Ils se voient comme les pionniers d'une humanité nouvelle, explique sœur Béatrice. Ils pensent qu'en éliminant les éléments corrompus et en perfectionnant leur méthode d'éducation, ils peuvent créer une race d'hommes parfaits. Pour eux, les enfants qui meurent sous leur torture sont des sacrifices nécessaires au bien de l'humanité future. Sœur Béatrice révèle aussi que les Monroe reçoivent un financement secret de certains membres influents du gouvernement révolutionnaire. Des hommes puissants qui voient dans leurs expériences une possibilité de créer le citoyen parfait de la République idéale. Ce soutien explique pourquoi toutes les tentatives pour dénoncer les Monroe se heurtent à des murs d'indifférence ou d'hostilité. La religieuse décrit enfin le sort qui attend les enfants récupérables. Ceux qui survivent au processus de purification sont envoyés dans d'autres institutions contrôlées par le réseau. Ils y deviennent des sujets d'expérimentation pour tester l'efficacité de l'éducation scientifique développée par les Monroe. Certains sont adoptés par des familles complices qui poursuivent leur conditionnement. D'autres disparaissent simplement dans les méandres du système. J'ai vu des enfants de 5 ans réciter des traités de philosophie morale après avoir été brisés et reconstitués selon les méthodes de Madame Monroe, raconte sœur Béatrice. Ils parlaient comme des adultes, mais leurs yeux étaient morts. Ils avaient perdu tout ce qui fait l'essence de l'enfance, la spontanéité, la joie, l'innocence. Ils étaient devenus des machines à obéir. Le témoignage de sœur Béatrice bouleverse Marie-Clotilde, mais lui donne aussi la détermination nécessaire pour agir. Elle comprend qu'elle ne peut plus compter sur les autorités officielles, trop compromises avec les Monroe. Il faut agir par d'autres moyens. La sage-femme commence par rassembler discrètement tous les témoignages qu'elle peut recueillir. Elle retrouve Jacques Beaumont, le ramoneur, qui accepte de mettre par écrit ce qu'il a vu. Elle convainc Pierre et Catherine Vallet de témoigner également. Lentement, un dossier se constitue, fait de témoignages convergents qui dressent un tableau accablant des activités des Monroe. Mais Marie-Clotilde va plus loin. Profitant de ses relations dans le milieu médical lyonnais, elle contacte le docteur Étienne Baruel, ancien collègue du père de Marguerite Monroe. Le médecin, homme de science et de conscience, accepte d'examiner discrètement les éléments rassemblés par la sage-femme. Ce que vous me décrivez correspond à des expérimentations que j'ai vues décrites dans certains ouvrages allemands, confie le docteur Baruel à Marie-Clotilde. Des théories sur l'amélioration de l'espèce humaine par la sélection et le conditionnement. Des idées monstrueuses que certains médecins militaires ont commencé à appliquer sur les prisonniers de guerre. Le docteur Baruel révèle également des éléments troublants sur le passé de Marguerite Monroe. Brillante élève de son père, elle avait montré très tôt des dispositions exceptionnelles pour la médecine, mais aussi des traits de caractère inquiétants. Elle disséquait des animaux vivants dès l'âge de 12 ans. Se souvient le médecin. Son père était fier de ses capacités, mais il s'inquiétait de son absence totale d'empathie.
Elle considérait la souffrance comme un phénomène purement mécanique, sans dimension émotionnelle. Le médecin accepte de se joindre à l'enquête clandestine menée par Marie-Clotilde. Grâce à ses relations, il parvient à identifier plusieurs autres orphelinats suspects dans la région lyonnaise, tous dirigés par des couples philanthropes aux méthodes similaires à celles des Monroe. Un véritable réseau se dessine, coordonné depuis Paris, par des personnalités que le docteur Baruel préfère ne pas nommer. Pour rassembler des preuves indiscutables, Marie-Clotilde élabore un plan audacieux. Elle va se faire engager comme aide-soignante à l'orphelinat Monroe en se présentant comme une femme ayant perdu son emploi à cause de la Révolution et cherchant à se racheter par des œuvres charitables. Son plan fonctionne. Marguerite Monroe, toujours en quête de personnel dévoué et discret, l'engage après un entretien où Marie-Clotilde démontre ses compétences médicales et sa soumission apparente aux idées révolutionnaires. Vous comprenez l'importance de régénérer cette jeunesse corrompue, lui dit Madame Monroe avec satisfaction. Nous avons besoin de personnes comme vous, capables de voir au-delà des apparences. Une fois à l'intérieur, Marie-Clotilde découvre l'horreur dans toute son ampleur. L'orphelinat compte en réalité plus de 40 enfants, répartis dans différentes sections selon leur degré de corruption et leur potentiel de récupération. Les enfants jugés irrécupérables sont entassés dans les caves, dans des conditions d'hygiène épouvantables, et ne remontent jamais aux étages supérieurs. La sage-femme assiste aux leçons dispensées par sœur Béatrice sous la supervision de Marguerite Monroe. Ces séances combinent endoctrinement idéologique, conditionnement psychologique et sévices physiques. Les enfants apprennent par cœur des textes sur la corruption héréditaire et la nécessité de l'expiation, tout en subissant des punitions corporelles destinées à graver ces vérités dans leur chair. « Vous êtes nés du vice », répète Marguerite Monroe aux enfants assemblés dans l'ancienne chapelle. « Vos parents étaient des parasites de la société, des ennemis de la vertu. Seule la souffrance peut vous purifier de leur héritage maudit. Chaque douleur que vous endurez efface un peu de leur souillure en vous. » Marie-Clotilde observe également les expériences médicales menées par Marguerite Monroe dans son laboratoire secret. La femme du négociant teste l'effet de diverses drogues sur le comportement des enfants, expérimente différentes formes de privation sensorielle et étudie l'impact des traumatismes physiques et psychologiques sur le développement mental. Elle prenait des notes sur tout, témoignera plus tard Marie-Clotilde. La façon dont les enfants réagissaient aux drogues, leur résistance à la douleur, les modifications de leur personnalité sous l'effet des traumatismes. Pour elle, ces enfants n'étaient que des sujets d'expérience au service de sa science. La sage-femme découvre aussi le sort réservé aux nouveau-nés. Les bébés nés à l'orphelinat de mères célibataires ou de prostituées sont immédiatement séparés de leur mère et soumis à des traitements préventifs. Certains sont utilisés pour tester l'efficacité de différentes méthodes d'éducation, d'autres servent de sujet pour les expériences anatomiques de Marguerite Monroe. Dans l'ancienne sacristie transformée en morgue, Marie-Clotilde découvre les corps de plusieurs enfants dans des cuves remplies d'alcool. Ces corps, parfaitement conservés, portent les traces des expériences subies. Incisions chirurgicales, prélèvements d'organes, marques de tortures diverses. Marguerite Monroe étudie ces corps pour comprendre les effets de ces méthodes sur l'organisme humain. Au bout de 3 semaines d'infiltration, Marie-Clotilde fait une découverte qui dépasse ses pires craintes. En fouillant discrètement le bureau de Philippe Monroe, elle met la main sur la correspondance secrète du couple avec leurs contacts parisiens. Ces lettres révèlent l'existence d'un projet d'ampleur nationale baptisé « Régénération ». Dirigé depuis Paris par un comité secret comprenant des médecins, des philosophes et des hommes politiques influents, ce projet vise à créer une humanité nouvelle en éliminant systématiquement les éléments corrompus de la société. Les orphelinats comme celui des Monroe ne sont que la partie visible de ce projet. En parallèle, le réseau s'attaque aux adultes jugés incorrigibles, prostituées, vagabonds, criminels, mais aussi opposants politiques et membres du clergé réfractaire. Des centres de rééducation ont été créés dans toute la France, officiellement pour réinsérer ces personnes dans la société révolutionnaire.
Nous avons déjà traité plus de 1000 sujets dans notre établissement, écrit Philippe Monroe dans une lettre datée de janvier 1794. Les résultats sont encourageants. Nos méthodes de conditionnement permettent de transformer même les individus les plus récalcitrants en citoyens dociles. Pour les cas irrémédiables, nos expériences nous permettent d'affiner nos techniques en vue d'applications futures. Marie-Clotilde découvre également que le projet Régénération bénéficie du soutien financier de riches bourgeois parisiens qui y voient un moyen de créer une main-d'œuvre parfaitement soumise. Les enfants, récupérés par le programme, sont destinés à devenir des ouvriers idéaux, obéissants, résistants, dépourvus de toute capacité de rébellion. La correspondance révèle aussi l'existence d'un manuel de purification rédigé par Marguerite Montereau et diffusé dans tout le réseau. Ce manuel, fruit de ses années d'expérimentation, détaille les méthodes les plus efficaces pour briser la personnalité corrompue et reconstruire un individu selon les principes de la vertu républicaine. Madame Montereau est devenue notre référence en matière de conditionnement infantile, écrit l'un de ses correspondants parisiens. Ces techniques de dressage psychologique sont d'une efficacité remarquable. Nous avons hâte de pouvoir les appliquer à plus grande échelle. Marie-Clotilde apprend également que les Montereau préparent un grand nettoyage pour l'automne 1794. Tous les enfants actuellement détenus dans les caves, jugés définitivement irrécupérables, doivent être éliminés pour faire place à de nouveaux arrivages. Cette opération, baptisée « moisson finale », doit permettre de tester à grande échelle les méthodes d'élimination discrète développées par le couple. Vous sentez l'étau se resserrer? Si cette tension vous donne des frissons, n'hésitez pas à commenter ce que vous pensez qu'il va se passer et à partager cette histoire avec vos amis amateurs de mystères sombres. Armée de ces preuves accablantes, Marie-Clotilde élabore un plan désespéré pour sauver les enfants et dénoncer le réseau. Mais elle sait qu'elle ne peut pas compter sur les autorités officielles, trop compromises. Elle décide donc d'agir par d'autres moyens. Avec l'aide du docteur Baruel et de quelques complices sûrs, elle prépare une opération de sauvetage pour la nuit du 15 octobre 1794. Le plan consiste à évacuer discrètement les enfants survivants, pendant que les Montereau sont absents pour assister à une réunion secrète de leur réseau à Paris. Mais le plan tourne au cauchemar. Les Montereau, prévenus par un mouchard, rentrent plus tôt que prévu et surprennent Marie-Clotilde en train de libérer les enfants des caves. S'ensuit une confrontation terrifiante où Philippe Montereau révèle sa vraie nature. « Vous ne comprenez pas l'importance de notre œuvre », hurle-t-il en pointant un pistolet sur la sage-femme. « Ces enfants sont nés maudits, nous les sauvons de la damnation. Nous créons l'humanité de demain. » Marguerite Montereau, encore plus terrifiante dans sa froideur, ordonne à ses domestiques de rassembler les enfants qui tentèrent de fuir. « Tuez cette femme », dit-elle simplement, et brûlez tout. Nous recommencerons ailleurs. Mais l'opération de sauvetage n'était qu'un leurre. Pendant que les Montereau s'acharnent sur Marie-Clotilde et les enfants dans les caves, le docteur Baruel et ses complices mettent le feu aux bâtiments principaux de l'orphelinat. L'incendie, alimenté par les produits chimiques stockés dans le laboratoire de Marguerite Montereau, se propage rapidement à tout le complexe. Dans le chaos qui s'ensuit, une partie des enfants parvient à s'échapper par les anciennes catacombes du couvent. Marie-Clotilde, grièvement blessée par Philippe Montereau, trouve la force de guider les fuyards vers la sortie avant de s'effondrer. Les Montereau, tentant de sauver leurs précieux registres et leurs expériences, sont piégés par les flammes dans leur laboratoire souterrain. Leurs corps seront retrouvés quelques jours plus tard, carbonisés mais identifiables grâce aux bijoux que portait Marguerite. 12 enfants seulement survivent à cette nuit d'horreur. 12 enfants sur les 43 qui étaient détenus dans l'orphelinat. Les autres ont péri dans l'incendie, ou sont morts depuis longtemps des suites des expériences subies. L'incendie de l'orphelinat Montereau fait sensation dans Lyon, mais pas pour les raisons qu'on pourrait croire. Les autorités révolutionnaires, gênées par ce scandale qui risque de ternir l'image de la République, décident rapidement d'étouffer l'affaire. La version officielle est simple.
Un incendie accidentel a détruit un orphelinat charitable, causant la mort tragique de nombreux enfants et de leurs bienfaiteurs. Les témoignages sur les expériences menées par les Monroe sont rejetés comme des délires contre-révolutionnaires destinés à discréditer les œuvres philanthropiques républicaines. Marie-Clotilde, mourante des suites de ses blessures, tente de témoigner depuis son lit d'hôpital. Mais ses déclarations sont attribuées au délire causé par la fièvre. Elle meurt quelques jours après l'incendie, emportant avec elle une partie de la vérité. Le docteur Baruel, principal organisateur du sauvetage, est contraint de fuir Lyon. Recherché pour incendie volontaire et propagation de fausses nouvelles, il trouve refuge en Suisse où il mourra en exil, hanté par les images de cette nuit d'horreur. Les 12 enfants survivants sont dispersés dans différents orphelinats de la région. Traumatisés par des années de sévices, la plupart ne parviennent jamais à témoigner de façon cohérente sur ce qu'ils ont vécu. Leur état mental, détruit par les expériences des Monroe, les fait passer pour des malades mentaux dont les propos ne méritent pas crédit. Seule Marie Roussin, fillette de 9 ans qui avait réussi à s'échapper quelques mois plus tôt, garde suffisamment de lucidité pour raconter son histoire. Mais son témoignage, recueilli par l'abbé Bertrand, est enterré dans les archives secrètes de l'évêché clandestin de Lyon. Malgré la destruction de l'orphelinat Monroe, le réseau Régénération survit à la mort de ses membres lyonnais. Les contacts parisiens, informés de la catastrophe, font rapidement disparaître toutes les traces de leur correspondance avec le couple maudit. Les autres orphelinats du réseau poursuivent leurs activités, mais avec plus de discrétion. Les méthodes développées par Marguerite Montereau continuent d'être appliquées, perfectionnées, diffusées dans d'autres établissements à travers la France et même l'Europe. Certains documents retrouvés dans les archives napoléoniennes suggèrent que des membres du réseau ont réussi à infiltrer les nouvelles institutions impériales. Les maisons de correction créées sous l'Empire appliquent des méthodes de dressage qui rappellent étrangement celles expérimentées dans l'orphelinat Monroe. Le projet Régénération évolue, se transforme, mais ne disparaît jamais complètement. Au XIXe siècle, on retrouve sa trace dans certains mouvements eugénistes, dans des théories sur l'amélioration de la race, dans des expérimentations menées dans les colonies. Jacques Beaumont, le ramoneur, quitte Lyon définitivement après l'incendie. Il s'installe dans un village reculé de l'Ardèche, où il vit en ermite jusqu'à sa mort en 1834. Dans son testament, retrouvé des décennies plus tard, il lègue une somme importante pour l'érection d'une chapelle dédiée aux enfants martyrs de l'orphelinat Monroe. Cette chapelle, construite dans le petit cimetière de Sainte-Eulalie en Royan, porte une inscription énigmatique. Aux innocents sacrifiés sur l'autel de la fausse science. Que Dieu accueille leurs âmes et pardonne à leurs bourreaux. L'inscription est accompagnée de 43 petites croix gravées dans la pierre. Sœur Béatrice, dont le témoignage avait permis à Marie-Clotilde de comprendre l'ampleur de l'horreur, sombre dans la folie après l'incendie. Internée dans un asile religieux, elle passe ses dernières années à réciter obsessionnellement les noms des enfants morts, comme une litanie expiatoire. Elle grave ces noms sur les murs de sa cellule, créant une chronique macabre que les religieuses effacent régulièrement. Pierre et Catherine Vallet, le couple de boulangers, cessent définitivement leur livraison dans le quartier de l'ancien couvent. Ils témoigneront plus tard que l'odeur de pain brûlé leur rappelait trop celle des corps calcinés retrouvés dans les décombres de l'orphelinat. Antoine Perrin, le marchand de charbon, développe une phobie des caves et des espaces confinés. Il ne descend plus jamais dans les sous-sols pour livrer sa marchandise, préférant perdre des clients plutôt que d'affronter ses démons. Les autorités consulaires puis impériales s'emploient méthodiquement à effacer toute trace de l'affaire Monroe. L'ancien couvent Sainte-Marguerite est rasé en 1802 sur ordre du préfet napoléonien. À sa place s'élève d'abord un marché couvert, puis un immeuble de rapport. Les archives municipales sont nettoyées des documents compromettants. Les registres de l'orphelinat, les témoignages des survivants, les rapports de police, tout disparaît mystérieusement.
Même les registres paroissiaux de l'époque sont accidentellement détruits lors d'un incendie aux archives diocésaines. Les familles qui avaient confié leurs enfants au Monro reçoivent des indemnisations substantielles en échange de leur silence. Celles qui refusent voient leurs moyens de subsistance menacés, leurs emplois supprimés, leurs logements résiliés. La pression sociale et économique les contraint au silence. Une nouvelle histoire officielle est construite. L'orphelinat Monro était un établissement modèle, dirigé par des philanthropes exemplaires, victimes d'un tragique accident. Cette version s'impose peu à peu dans la mémoire collective, effaçant les souvenirs gênants. Les 12 enfants qui ont survécu à l'orphelinat Monro ne se remettent jamais complètement de leur traumatisme. Dispersés dans différents établissements, ils grandissent avec des séquelles physiques et psychologiques qui marquent toute leur existence. 3 d'entre eux meurent avant l'âge adulte, emportés par des maladies liées aux sévices subis. 4 autres sombrent dans la folie et finissent leurs jours dans des asiles. Les 5 derniers survivants parviennent à mener une vie sociale apparemment normale, mais restent marqués par leur expérience. L'un d'eux, devenu adulte, tentera de témoigner publiquement en 1834, 40 ans après les faits. Mais ces révélations sont accueillies avec scepticisme et il est finalement interné pour délire de persécution. Il meurt dans son asile en 1847, en répétant obsessionnellement les noms de Marguerite et Philippe Monro. Une survivante, Marie Dubois, devient religieuse et consacre sa vie à soigner les enfants maltraités. Elle ne parle jamais de son passé, mais ses collègues remarquent qu'elle ne supporte pas la vue des instruments chirurgicaux et qu'elle fait des cauchemars récurrents. Elle laisse à sa mort un journal intime où elle décrit en détail les horreurs vécues à l'orphelinat Monro. Malgré tous les efforts pour effacer l'affaire Monro, certains éléments du réseau Régénération survivent et évoluent. Les théories développées par Marguerite Monro sur le conditionnement humain trouvent un écho dans les milieux scientifiques du XIXe siècle. Des médecins aliénistes s'inspirent de ces méthodes pour traiter les malades mentaux. Des pédagogues reprennent ces théories sur l'éducation par la contrainte. Des anthropologues utilisent ces classifications des types humains corrompus pour justifier leurs théories raciales. Le manuel de purification rédigé par Marguerite Monro circule de façon clandestine dans certains milieux médicaux européens. Traduit en allemand et en anglais, il influence le développement de l'eugénisme et des théories sur l'amélioration de la race. Certains indices suggèrent que des descendants idéologiques des Monro ont participé aux expérimentations médicales menées dans les colonies françaises au XIXe siècle. Les méthodes de pacification appliquées aux populations indigènes rappellent étrangement celles testées sur les enfants de l'orphelinat lyonnais. En 1993, lors de travaux de rénovation urbaine dans le quartier de l'ancien couvent Sainte-Marguerite, les ouvriers font une découverte macabre qui relance l'intérêt pour cette histoire oubliée. En creusant les fondations d'un nouveau bâtiment, ils mettent au jour une cavité artificielle contenant 43 petits cercueils de bois grossier. L'analyse médico-légale révèle des détails glaçants. Les squelettes présentent des signes de malnutrition extrême, de fractures multiples non soignées, et surtout, de traces d'interventions chirurgicales grossières. Certains crânes portent des marques de trépanation, d'autres des perforations qui suggèrent des expérimentations sur le cerveau. Plus troublant encore, les corps ont été disposés avec un soin maniaque, selon un schéma précis. Chaque cercueil porte un numéro gravé dans le bois, correspondant apparemment à un système de classification. Cette découverte confirme l'existence d'un système d'expérimentation organisé et méthodique. L'expertise révèle également que la mort de ces enfants s'étale sur plusieurs années, confirmant que l'orphelinat Monro a fonctionné longtemps comme un centre d'expérimentation permanent. La datation au carbone 14 place ces décès entre 1792 et 1794, corroborant les rares témoignages conservés dans les archives. La découverte de 1993 relance l'enquête sur l'affaire Monro. Des historiens locaux, intrigués par cette trouvaille macabre,
commencent à fouiller les archives à la recherche d'explications. Leurs recherches exhument peu à peu les témoignages oubliés, les correspondances dissimulées, les indices effacés. Le journal intime de Marie Dubois, retrouvé dans les archives de son couvent, apporte des révélations bouleversantes sur les méthodes employées par les Monroe. Ces descriptions détaillées permettent aux enquêteurs modernes de comprendre l'ampleur et la systématisation des expérimentations menées sur les enfants. Les recherches révèlent également l'existence de documents compromettants dans les archives nationales. Des correspondances entre Philippe Monroe et des personnalités parisiennes, classées secret d'État pendant 2 siècles, confirment l'existence du réseau Régénération et son soutien par des membres influents du gouvernement révolutionnaire. L'enquête moderne met aussi au jour des indices troublants sur la survie possible de certains membres du réseau. Des documents suggèrent que des complices des Monroe ont pu échapper aux investigations de l'époque et poursuivre leurs activités ailleurs, en France ou en Europe. L'affaire Monroe révèle l'existence d'un courant de pensée souterrain qui traverse les siècles français. L'idée que l'humanité peut être améliorée par l'élimination des éléments corrompus et le conditionnement des survivants réapparaît régulièrement sous différentes formes. Les théories développées par Marguerite Monroe sur l'hérédité de la corruption morale préfigurent les doctrines eugénistes du XXe siècle. Son manuel de purification annonce les méthodes de dressage psychologique qui seront plus tard systématisées par les régimes totalitaires. L'orphelinat Monroe peut être vu comme le laboratoire secret où se sont expérimentées pour la première fois des théories qui feront des ravages dans l'Europe du XXe siècle. Les 43 petits cercueils retrouvés en 1993 témoignent des premiers essais d'une science qui culminera plus tard dans les camps de concentration et les hôpitaux psychiatriques des dictatures. Cette histoire révèle aussi comment le chaos révolutionnaire a pu servir de couverture à des expérimentations monstrueuses. La noblesse des idéaux proclamés, régénération républicaine, amélioration de l'humanité, science au service du progrès, a permis de dissimuler des pratiques d'une barbarie inouïe. Aujourd'hui encore, l'affaire Monroe reste largement méconnue du grand public. Malgré les découvertes de 1993 et les recherches historiques qui ont suivi, cette histoire n'a jamais fait l'objet d'une reconnaissance officielle. Les autorités préfèrent maintenir le silence sur cette page sombre de l'histoire lyonnaise. Les 43 petits squelettes ont été inhumés discrètement dans le carré des indigents du cimetière de Loyasse. Aucune stèle ne rappelle leur existence, aucun monument ne commémore leur supplice. Ils reposent dans l'anonymat, comme leurs bourreaux l'avaient voulu. Seul subsiste, dans le petit cimetière de Sainte-Eulalie en Royan, la chapelle érigée par Jacques Beaumont. Ces 43 petites croix gravées dans la pierre sont le seul témoignage public de cette tragédie oubliée. Les visiteurs rares qui s'arrêtent devant cette inscription énigmatique ne se doutent pas de l'horreur qu'elle commémore. Parfois, les habitants du quartier de l'ancien couvent Sainte-Marguerite rapportent d'étranges phénomènes. Des pleurs d'enfants qui semblent s'échapper des caves des immeubles modernes, des odeurs de médicaments qui flottent dans l'air certaines nuits, des silhouettes d'enfants aperçus aux fenêtres d'appartements pourtant vides. Ces témoignages, bien sûr, ne trouvent aucun crédit auprès des autorités. On les attribue à l'imagination populaire, aux légendes urbaines qui naissent spontanément autour des lieux marqués par la tragédie. Mais pour ceux qui connaissent la véritable histoire du couvent Sainte-Marguerite, ces manifestations prennent une résonance particulière. Car l'affaire Monroe pose une question qui hante encore notre époque. Comment des individus apparemment respectables, cultivés, animés d'idéaux élevés, peuvent-ils commettre de telles atrocités au nom de la science et du progrès? Comment une société peut-elle fermer les yeux sur de telles horreurs, puis s'employer méthodiquement à les effacer de sa mémoire? Les 43 petits cercueils retrouvés dans les fondations de Lyon nous rappellent que le mal absolu ne prend pas toujours les formes spectaculaires qu'on lui prête.
Parfois, ils se cachent derrière les visages les plus avenants, se drapent dans les discours les plus nobles et accomplissent son œuvre de destruction à l'abri des regards, protégés par le silence et l'indifférence. Alors, que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que tout a été révélé sur l'affaire Monroe? N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, à vous abonner pour d'autres mystères sombres de l'histoire française et à partager cette vidéo avec tous ceux qui s'intéressent aux secrets enfouis du passé. L'histoire de la famille Monroe nous rappelle que certaines vérités, si terribles soient-elles, méritent d'être préservées de l'oubli. Non pour satisfaire une morbide curiosité, mais pour nous rappeler de quoi l'être humain est capable quand il cesse de considérer autrui comme son semblable. Les 43 enfants de l'orphelinat Sainte-Marguerite ne sont pas morts en vain si leur histoire nous aide à reconnaître et à combattre les Monroe de notre époque.